c'est un travail de tous les instants. Peut-être je sais bien qu'il y a eu des petits problèmes avec certains membres de Debout les Belges et Meta TV. Je pense que voilà, il peut y avoir des difficultés un peu partout. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de mener un combat qui soit purement virtuel. Parce que le combat, il demande bien plus que ça. Il demande une présence sur le terrain, il demande une présence auprès des citoyens. Et les citoyens doivent entendre ce que nous avons à dire. Et pour ça, ça ne suffit pas Internet. Il faut bien le dire. Ou sinon, je pense que dans 20 ans, on sera encore dans le même pétrin. Ouais, puis on sera encore sur Internet à commenter. C'est ça. Donc, voilà, les coups de gueule, ils sont là. Hein. C'est-à-dire que voilà, j'aimerais bien aujourd'hui qu'on fasse preuve d'un peu plus de solidarité. Et que, par exemple, j'aimerais bien voir Alain Soral, Dieudo, toutes les grandes figures de la dissidence venir assister à mon procès et me soutenir. J'aimerais bien. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que moi, je suis tout seul là en Belgique. Il n'y a personne pour me soutenir, il n'y a que des gens pour m'enfoncer. Donc, je pense qu'on doit se serrer les coudes. Et voilà, c'est la même chose pour mon bouquin. Hein. Personne ne l'a relayé, mis à part Dieudonné qu'il a mis sur sa boutique. Personne n'a parlé du bouquin que j'ai fait, que j'ai publié tout seul. Il n'y a pas de maison d'édition derrière. J'ai tout fait comme un grand de A à Z. Et bon, la solidarité fait que elle n'existe pas et donc personne n'en parle. Et donc je vends mon livre comme un imbécile sur mon site internet où j'en vends quelques-uns par semaine. Voilà, bon, c'est super. Pourtant, c'est un livre qui renferme énormément d'informations, beaucoup de révélations. On en apprend beaucoup sur le monde politique, sur la dissidence, sur les coulisses de la dissidence, les coulisses de la politique. Et sincèrement, je pense que si tout le monde pouvait le lire, même des gens qui ne s'intéressent pas du tout à Meta TV, à Dieudonné, à Égalité et Réconciliation, et ben franchement, les gens changeraient leur vision de la société et des médias. Mais bon, voilà. Un petit aperçu, on va dire. Tout à fait. Voilà. Alors, j'ai pas de chat. Je voulais voir un peu ce que ça raconte. Non, ça marche pas. D'accord, c'est ce qu'on me dit là. D'accord, il n'y a pas de chat. Bon, pas de chat. Malheureusement, parce que j'imagine qu'il y avait des... Oh, il y en a qui vont être frustrés. Ah bah, j'imagine qu'il y en a qui avaient des questions à nous poser. Mais bon, c'est pas grave. On remarque qu'on pourra aller en deuxième partie au moins sur la page Facebook, par exemple. Et sur la page Facebook, je me connecterai en deuxième partie et... Comme ça, vous pourrez poser des questions directement parce que sur la page Meta TV, pour ceux qui ne savent pas, voilà, et vous posez vos questions sous la publication de l'émission et je prendrai les questions tout à l'heure. Et puis on va faire une petite pause si la régie elle est prête. Donc on fait une petite pause et puis on revient juste après. C'est toujours la libre antenne, le jeu de la vérité avec Laurent Louis. À vous la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, l'émission Le Jeu de la Vérité spéciale avec Laurent Louis. Donc on a vu les questions, hein, t'as vu, il y a du monde, hein, il y en a qui est malade. Là, ah bah tu as des gens qui te poursuivent un peu. Ouais, là, ouais. Alors il y a une question, enfin plusieurs questions, bon on va être obligé André-Philippe Van Desmal. Alors André-Philippe Van Desmal. Bon, il faut quand même savoir qui est ce monsieur. Ce monsieur, c'est quand même un avocat qui n'a rien à foutre de ses journées, donc je ne sais pas ce qu'il doit avoir comme client, mais pas beaucoup, parce qu'il passe ses journées sur Internet. Et il est membre du CDH, donc le Centre démocrate humaniste, qui est l'ancien parti social-chrétien. Donc c'est le parti de Joël Milquet, enfin tous ces imbéciles qui ne servent à rien. Et ce gars, depuis que j'ai été élu au Parlement, il a fait une focalisation sur moi. Donc, n'ayant rien à faire de ses journées, il s'est dit, je vais emmerder ce petit jeune qui est là au Parlement. Et depuis, il n'arrête pas. Et je crois que les personnes qui peuvent avoir accès à son profil aujourd'hui, puisqu'il est là sur Facebook, eh bien, il faut se rendre compte que ce monsieur, on doit le remercier parce que c'est grâce à lui que Debout les Belges, encore aujourd'hui, n'est pas en mesure d'ouvrir un compte en banque. Puisque comme il n'a pas de clients, il s'invente ses clients. Il paye même les clients pour qu'ils m'attaquent. Et donc, il utilisait un jeune qui était dans l'ancien parti du MLD, pour qu'il porte plainte contre moi pour détournement de fonds, enfin des conneries. Quoi. Parce que sur le compte du MLD, il y avait 300 €.
Donc moi j'avais simplement transformé les statuts de la SBL, transformé en deux boulets belges, voilà, on peut commencer à travailler et utiliser ce compte en banque comme n'importe quel ASBL. Ben lui non, il a trouvé plus intelligent, à aller porter plainte. Et donc directement la banque a bloqué les comptes. Et aujourd'hui je ne peux plus ouvrir un seul compte en banque pour une ASBL par exemple, parce que voilà, à cause de lui, il y a toujours une procédure qui est en cours devant la justice. J'ai été entendu une fois, mais voilà, c'est tout. Un emmerdeur professionnel, André-Philippe Van Der. Alors, pour qu'il ne soit pas malade quand même, parce que là, il va faire une syncope. Bah oui, parce qu'il dit que t'as plein d'immeubles et tout, alors ouais. c'est quoi ces conneries? Oui, je suis hyper riche. Alors, ce qu'il doit savoir, c'est que, oui, c'est vrai que on est dans le jeu de la vérité. Hein. Ah, bah on est au jeu de la vérité. Alors, je n'ai jamais eu de problème d'argent au niveau de ma famille. Ma famille, mes grands-parents, mes parents sont tous des enfants uniques. Donc déjà, ça permet quand même de garder un certain patrimoine. Il se fait que mes grands-parents, mes parents n'ont jamais dépensé d'argent. Ils ne sont jamais partis en vacances. Ils n'ont jamais pris l'avion. Mes parents n'ont jamais mis un pied dans un avion. Ils n'ont jamais été plus loin que Paris et la côte belge. Alors c'est vrai que lorsque l'on vit de cette manière-là, eh bien, c'est pas comme aujourd'hui, où les gens, certains, partent 4 fois en vacances par an. Ils nous parlent aussi d'écologie en mettant des petits panneaux solaires sur leur toit pour faire croire qu'ils sont écolos, mais ils partent à l'autre bout du monde tous les ans, 4 fois par an. Donc voilà, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, lorsque toute ma famille est décédée, malheureusement, il n'y a plus personne autour de moi, c'est clair que petit à petit, j'ai hérité de certains biens, de certaines maisons, d'un certain patrimoine financier. Bon, ça c'était il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui, la situation, elle n'est plus comme cela, et je suis loin d'être riche aujourd'hui. Je n'ai presque plus rien. Pourquoi ? Parce que de un, il y a l'État qui est passé par là, avec des redressements fiscaux imaginaires à tour de bras, où bien évidemment on essaye de trouver des problèmes un peu partout. Je veux dire, c'est facile. Hein. Pour essayer de faire en sorte que Laurent Louis ne puisse pas travailler et développer son mouvement, il faut lui couper l'apport financier, on va dire, ses ressources financières. Et donc tout le monde est passé par là. Moi, j'ai pas su frauder et me débarrasser de cet argent. Donc l'État en a pris beaucoup. Après, tout le monde sait que j'étais marié pendant 13 ans. Donc j'ai été marié avec mon ex-femme Catherine. Et il y a 2 ans de cela, j'ai divorcé. Et donc, je me suis maintenant marié avec mon épouse, Siem. Et lors de ce divorce, j'ai perdu beaucoup parce que c'est moi qui suis parti. Et comme je suis quelqu'un de bien, j'estime que quand on quitte sa femme, au moins on doit lui laisser les moyens de vivre sans soi. Et là, par exemple, j'ai tout perdu. Là, je me suis retrouvé du jour au lendemain sans rien. J'ai quitté l'appartement dont on était propriétaire. Je lui ai tout laissé, les couverts, les assiettes, tous les meubles. J'ai tout recommencé à zéro en 3 jours. 3 jours, donc j'ai acheté ce qu'il fallait. Voilà, je me suis débrouillé comme ça et aujourd'hui, je suis loin d'être propriétaire de tous les biens dont M. Van de Smal parle. À croire qu'il est notaire, mais il n'est qu'un avocat de pacotille. Mais non, j'ai juste il parle d'immeubles sur la côte. Oui, ben il rêve hein, des immeubles sur la côte. J'ai juste un petit studio qui fait 35 mètres carrés à la côte belge. 35 mètres carrés, c'est pas des immeubles. Hein, je crois que voilà. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, justement, je vivais à Nivelles et c'était très difficile de vivre avec cette stigmatisation médiatique. C'est que quand je sortais de chez moi, j'avais des gens qui m'insultaient, qui me crachaient dessus. Avant de Boulet Belge, hein. C'était vraiment lors de la période Affaire du Trou où on m'avait fait passer pour une crapule qui montrait des photos d'autopsie d'enfants. Oui. Voilà. Et donc là, pas mal de citoyens sont tombés dans le panneau évidemment et ont commencé à m'insulter. Et donc on m'était dit, il faut absolument pouvoir souffler. Et c'est pour ça que nous étions partis dans un petit studio à la côte pour passer là-bas les week-ends en fait. Voilà. Bon, Monsieur Van de Smal peut être content parce que depuis, il est vendu. Et je n'ai donc plus de biens immobiliers, je n'ai plus rien. Et aujourd'hui, je me retrouve, si j'ai 10 000 € devant moi, c'est beaucoup. D'accord, parce qu'on parle aussi, alors là, plusieurs on me dit, oui, il touche une retraite. Justement, donc, il faut savoir que depuis donc, les élections,
je touche une indemnité de sortie. Tous les députés qui ne sont pas réélus touchent cette indemnité-là, qui est c'est 8 000 euros brut, pardon, brut. Donc oui, bon, c'est pas rien du tout, évidemment, mais ça ne dure que pendant 1 an. Il faut savoir qu'un député qui sort n'a pas droit au chômage non plus. Donc là, au mois de mai, ça se termine. Il est important que j'ai trouvé quelque chose d'ici là, parce que sinon, je n'ai pas droit au chômage. Donc voilà. Oui, d'accord. Voilà. Mais c'est un petit peu normal. Je ne vois pas pourquoi on stigmatise à ce point-là. Il faut savoir que il faut savoir ce que les citoyens veulent. Vous savez, il y a énormément de députés qui ont un travail autre que celui de député. Et ils passent leur temps dans leur cabinet médical, dans leur cabinet d'avocat, et ils ne sont jamais au Parlement. Mais ils sont payés pour être au Parlement. Donc pendant toute leur vie, ils continuent donc à être au Parlement tout en ayant une autre profession sur le côté. Moi, lorsque j'ai été élu, j'ai décidé d'être député à temps plein. J'ai laissé tomber toutes mes activités professionnelles, j'ai fait une croix dessus et je me suis vraiment concentré sur ma fonction de parlementaire. Parce que je pense que tous les députés devraient agir de la sorte. On est payé pour être au Parlement et on est bien payé. Pas pour encore avoir un travail à côté et passer le plus clair de son temps dans son cabinet médical ou son cabinet d'avocat. Donc voilà. Après, lorsque ça se termine, on se retrouve sans rien. Donc il faut aussi donner aux personnes qui ont envie de se lancer en politique une certaine petite garantie. Il faut savoir qu'à un moment donné, bon, même s'ils plaquent tout pour se lancer en politique et essayer d'arriver au Parlement, ce qui n'est déjà pas facile, après ils auront quand même une petite bouée de sauvetage pendant 1 an pour s'en sortir. Bon voilà, c'est ça que depuis lors, je vis. Donc c'est pas à vie, parce qu'il y en a qui disent non, que c'est à vie. C'est pas à vie. D'accord. J'aurais bien aimé, franchement, mais non, c'est pas à vie. Mais bon, voilà. On me dit, vous réclamez des dons de vos suiveurs, pourtant votre ASBL, donc je pense que c'est en Belgique, hein, ASBL, oui, voilà, Debout les Belges n'est pas en ordre et devrait même être dissoute faute d'administrateur. Or, les dons doivent être versés sur votre propre compte bancaire. Considérez-vous que c'est de l'abus de biens sociaux? Bah, tu viens d'expliquer, il n'y a pas de compte bancaire. Mais c'est encore autre chose. Bah oui, évidemment. Donc, mais c'est encore mieux que ça et je vais vous montrer à quel point je suis réglo et je suis honnête. C'est de 1, la SBL Debout les Belges est en ordre. Je pense que ce monsieur Bob le bricoleur, c'est Bob le bricoleur. En tout cas, il n'a pas les bons outils pour aller vérifier au moniteur belge et que donc vraiment, il devrait revoir sa caisse à outils parce que là, il est vraiment à côté de la plaque. Debout les Belges aujourd'hui, de nouveau, une nouvelle organisation a déjà été déposée. Oui. Il y a des administrateurs, il y a suffisamment de personnes, donc on est 3 dans la SBL jusqu'à présent. Ça va encore évoluer puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il allait y avoir des modifications au niveau de la structure de Debout les Belges avec une vice-présidente et autres. Donc, mais ça petit à petit d'ailleurs, je crois que Bob le bricoleur il va suivre ça. Je demande des dons. Des dons pourquoi? C'est clair que l'objectif actuellement, c'est de pouvoir remettre sur pied le mouvement. Pour remettre sur pied le mouvement, j'aimerais bien aller à la rencontre des citoyens. Pour aller à la rencontre des citoyens, j'ai besoin de matériel et j'ai besoin de tracts. Et c'est pour ça que j'ai fait cet appel aux dons, pour pouvoir réaliser de nouveaux tracts et pour pouvoir aller à la rencontre des citoyens. Donc, maintenant, par rapport au compte en banque, eh bien, c'est très simple. Vous savez, on s'est beaucoup foutu de ma gueule lorsque j'ai dit que je montais une société de coaching. Oui. Voilà. Pourquoi j'ai monté cette société de coaching? De 1, parce que pendant 4 ans au Parlement, j'ai eu cette impression d'être assistant social et coach de tous les citoyens qui, toutes les semaines, venaient dans mon bureau en me disant « Aidez-moi, aidez-moi ». Mais il faut que les gens se rendent compte que s'ils ne s'aident pas eux-mêmes, personne ne va les aider. On ne peut pas être derrière les gens en permanence pour essayer de faire en sorte qu'ils s'en sortent. C'est chacun qui doit être en mesure de modifier sa vie, de trouver des ressources pour s'en sortir. Et c'est ça que je me suis dit à la fin de mon mandat, les gens, ils attendent un messie, mais ils ont besoin d'être encadrés, ils ont besoin d'être encouragés en permanence. Ils ont besoin en fait de voir qu'ils sont quelque chose et qu'ils ne sont pas cette merde que le gouvernement, que l'État leur fait croire qu'ils sont.
Et donc, je me suis dit, ben oui, le coaching, c'est logique. Et donc, je me suis mis là-dedans, non pas pour être coach, mais tout simplement pour mettre sur pied une couverture avec un numéro de TVA. Donc, ça, c'est parce que je suis indépendant. Et n'ayant pas de compte en banque pour la SBL de Boulay-Bel, je me suis dit, pour vendre mon bouquin, l'État va me tomber dessus si je ne suis pas indépendant. Donc, j'ai décidé d'être indépendant avec un numéro de compte. Et les dons que je demande, je demande aussi qu'ils soient versés sur ce numéro de compte professionnel. Ce qui veut donc dire que tout est soumis aux impôts, évidemment. Et que là-dessus, on paye 50% à l'État. Et je n'ai pas la possibilité de faire autrement grâce à cet imbécile de M. Van de Smal. Et donc, oui, c'est dommage d'un certain côté, mais les dons qui me sont versés, d'office, je dois les déclarer, parce que je fais ça de manière légale. Et donc, évidemment, il y a une partie qui va à l'État. Ouais, donc je ne suis pas du tout un escroc, il n'y a pas d'abus de biens sociaux. D'accord, parce que là ils sont, voilà, on me dit les trolls vont se régaler ce soir, Meta TV nourrit les trolls. Oui bon, c'est un peu... Bon, ils n'ont pas besoin de nous, voilà, ils sont autosuffisants. Voilà, c'était la récré ce week-end. Alors, ça c'est intéressant, André Lurquin. Alors dis-moi, parce que là... André Lurquin, vous n'avez pas honte de raqueter les mini-mexés alors que vous avez eu de confortables indemnités parlementaires et une belle prime de sortie quand le peuple n'a plus voulu de vous. C'est qui c'est ce gars? Non. C'est mon ancien médecin de famille. D'accord. Donc c'était le médecin de mes grands-parents. De tes grands-parents, de tes parents. Et d'ailleurs, il est tellement bon qu'il n'a même pas vu que mes grands-parents avaient un cancer. Bon, passons sur sa compétence. Mais c'est pire que ça. C'est que cet homme, en tant que médecin de famille, a eu le culot d'aller révéler des informations privées sur l'état de santé des membres de ma famille publiquement. C'est une violation totale du secret professionnel. Ah ouais. Et ce monsieur ose me dire, vous n'avez pas honte. Mais je voudrais simplement lui dire, mais même pas docteur, parce qu'il ne mérite pas ce titre à mon sens, est-ce que lui n'a pas honte d'aller révéler des informations confidentielles de ses patients dans la presse ou sur Facebook? Franchement. Et là, je crois que ça, on est dans le rendez-vous des trolls. C'est le bal des trolls. Ah ouais, oui, ils sont donnés rendez-vous. Je crois qu'il avait raison, c'est Rafa. Et il avait parfaitement raison. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Bon, Bob, le bricoleur aussi, nous a laissé pas mal de choses. Ah bah, il parle... du fameux du fameux Ananas Assurance. Bah allons-y. Hein, parce qu'on me dit vous vous présentez comme le fondateur du mouvement Debout les Belges, le trésorier Lagmiche, lui aussi se revendique d'en être le fondateur et financier. Qui de vous deux dit vrai? Bah tu l'as expliqué tout à l'heure. Moi je l'ai dit. Hein. Il a expliqué, mon cher Bob. Tout s'est passé. En revanche, par contre, c'est vrai que on nous parle en janvier, vous annonciez avoir été engagé comme directeur de production par les éditions de la Plume, propriété de la femme de Dieudonné. Votre contrat semble avoir tourné court. Est-ce dû au sale caractère de Noémie ou à votre désir inassouvi de toujours vouloir être au-dessus de tout le monde? Bon, si je veux être au-dessus de tout le monde et d'être au-dessus de Dieudonné, je pense que j'ai choisi une mauvaise scie, parce qu'aujourd'hui, ça va être difficile d'être au-dessus de Dieudonné ou de croire qu'on peut faire mieux que lui. Sincèrement, je n'ai pas cette prétention-là. Alors, c'est vrai que... à un moment donné, au début de l'année, il a été question que je quitte la Belgique pour travailler à 100% aux côtés de Dieudonné. J'ai fait cette annonce sur Facebook et puis j'ai reçu énormément de retours de Belges qui se plaignaient véritablement d'avoir une fois de plus l'impression d'être abandonnés. Et donc je me suis dit non, pas deux fois, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner là-dedans. Et donc ça m'a déjà fait réfléchir. Je me suis dit, bon. Après, il y a eu la tournée à Metz et à Strasbourg avec Dieudonné, avec des recours successifs pour interdire son spectacle. Ce qui fait que, évidemment, Noémie, qui est la productrice de Dieudonné, était donc dans l'obligation d'être en permanence présente lors des différentes dates. Ce fut encore le cas à Clermont, à Saint-Étienne. Enfin bon, c'est en permanence. Aujourd'hui, Dieudonné, lorsqu'il s'en va à un spectacle, il met dans ses bagages, bien évidemment, Noémie, mais il met aussi ses avocats. Parce qu'il ne peut plus faire aujourd'hui un spectacle sans avoir ses avocats autour de lui. Ils ont été en Suisse, ils ont été partout. Oui, bien sûr. Oui. Donc c'est une organisation incroyable. Et donc c'est vrai que, normalement, j'aurais dû...
m'occuper donc de la campagne, voilà, je confonds encore, de la tournée de Dieudonné et être le représentant de la production. Ça tombe à l'eau évidemment, puisque Noémie doit être en permanence présente. Ça ne sert à rien de faire un doublon. De deux, j'avoue que le monde du spectacle, c'est pas mon monde à moi. Moi, je pouvais le faire pour dépanner, parce que c'était le cas, c'était pour remplacer quelqu'un qui en avait marre en fait de toute cette agitation autour de Dieudonné, qui assurait cette fonction-là auparavant et qui a laissé tomber. Et donc c'est vrai qu'on m'a proposé ça, c'est une relation de confiance puisque c'est quand même cette personne-là qui doit garder par exemple les chèques pour payer les salles. Donc on a des chèques qui sont signés, et je veux dire il faut remplir les montants. Donc on ne peut pas donner cette fonction-là à n'importe qui. Donc comme c'était une marque de confiance à mon égard, ben, je l'ai accepté. Et puis vu les événements, comment ils tournent et la difficulté que rencontre Dieudonné lors de chacune de ces dates, on a préféré laisser tomber d'un commun accord. Et moi, ça ne me dérange pas. Ma vocation et mon objectif, mon ambition n'a jamais été d'être employé par les productions de la Plume et de m'occuper de la tournée de Dieudonné. C'est pas ça ma vocation. Je voulais bien le faire pour dépanner. Après, on s'est rendu compte que voilà, ça n'allait pas être possible parce que c'est trop compliqué et que la productrice doit être là, ce qui est normal. Donc voilà, on a laissé tomber. Voilà, pour moi, c'est pas du tout un problème. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a de l'eau dans le gaz entre Dieudonné et moi. Ah bah ça, c'est que tout le monde a cru. Oui, oui. Alors autant percer l'abcès parce que tout le monde a pensé ça. Moi, le premier, j'ai lu un statut Facebook assez assassin. Donc j'ai pensé immédiatement, d'ailleurs, mais voilà, je me suis... Alors qu'on me dise pas que je suis dans le coup, d'ailleurs, je suis pas dans le coup. Hein. Mais pour une erreur, voilà. Mais je me suis dit, bah, y a de l'eau dans le gaz entre Laurent Louis et Dieudonné, quoi. Et je pense que tout le monde s'est posé la question, donc autant... Mais je pense que parce que tout le monde s'attend à ce qu'il y ait de l'eau dans le gaz et qu'il y en a beaucoup qui apprendraient cette nouvelle en se réjouissant. Et c'est ça qui est assez... Oui, mais c'est ça qui est assez triste au niveau de notre mouvement. Et c'est clair qu'au mois de décembre, on m'a confié la gestion totale de la assurance, qui pour moi est le seul projet qui permet de donner un avenir durable à ce mouvement de résistance ou de dissidence pour lequel je me bats depuis quand même pas mal de temps. Et donc, au mois de décembre, quand j'ai repris ce projet, il n'y avait rien. C'était une coquille vide. Depuis le mois de juin, il y avait eu donc de la communication sur l'assurance dans les vidéos de Dieudonné. Mais malheureusement, par manque de temps, il n'avait pas su s'occuper de ce projet. Il l'avait confié à une personne qui clairement n'avait pas les épaules pour le porter et qui pensait qu'il devait juste écrire 2-3 mails par semaine et pour faire son boulot et développer ce projet. Mais donc il n'y avait rien. On était même dans une impasse totale en se demandant est-ce que finalement on va pouvoir tenir les engagements. J'ai repris ce projet en main, j'ai promis à Dieudonné en un mois tu auras un projet ficelé qui pourra alors être développé. On a été en Tunisie. J'ai été en Tunisie, pourquoi? Tout simplement parce que je voulais y rencontrer des amis qui sont dans l'assurance et en qui je pouvais avoir confiance. Parce qu'ici, en France ou en Belgique, on peut faire confiance à personne. Et on s'est dit là-bas, on va avoir des informations, on va savoir comment développer ce projet et cette structure. On nous a donné de bonnes informations. On a lancé un appel aux courtiers. Et ils ont été très nombreux à répondre à notre message, à notre invitation. Au final, 2 concepts se sont présentés à nous. Je ne peux pas en parler aujourd'hui parce qu'il s'agit quand même d'une société commerciale qui est en formation et que les enjeux sont énormes. Donc il y a un minimum de confidentiel qu'il faut malheureusement respecter. Qu'est-ce que tu peux? Donc, il y a aujourd'hui, au niveau de l'assurance, 2 projets qui sont sur la table. Ces 2 projets, je les ai amenés et je considère que sans moi, on n'en serait pas beaucoup plus loin que ce qu'on était au mois de décembre. Ces projets tiennent tous les 2 la route. Maintenant, il faut choisir quelle optique on souhaite prendre. Je pense que Dieudonné a choisi une voie qui pour moi est très bonne parce que les deux voies sont excellentes, mais qui demande une mise en place beaucoup plus importante.
beaucoup plus de préparation, surtout au niveau du travail informatique. Donc c'est un projet vraiment très très costaud. Et vraiment, j'espère qu'il pourra se développer. L'autre voie, c'est une voie plus traditionnelle, où on peut travailler avec des courtiers. C'est une voie qui, moi, me plaît beaucoup. Alors, c'est vrai que comme dans toute entreprise, à un moment donné, il peut y avoir des divergences de vues et des petits clashs. C'est normal. C'est normal. Moi, je n'ai jamais travaillé avec un patron. Je n'aime pas avoir un patron. Et Dieudonné, et surtout Noémie, ils ont l'habitude de travailler dans des sociétés commerciales. Parce que l'objectif, quand même, des productions de la plume, c'est quand même de faire rentrer de l'argent. C'est l'objectif de toute société de production. C'est normal. Et il n'y a rien d'honteux là-dedans. Donc, on vend bien entendu des t-shirts, on vend des DVD. Il faut faire rentrer de l'argent. C'est normal. En attendant, ça permet de faire vivre une dizaine de familles. Et ça, c'est très important aussi, parce que derrière Dieudonné, il y a aussi toutes ces personnes qui vivent grâce aux sociétés développées par Dieudonné. Et donc, à un moment donné, on se rejoint, il peut y avoir des frictions, des incompréhensions. On en a eu, je ne vais pas le cacher, je sais pas, hein. Les choses n'ont pas toujours été simples, mais bon, l'objectif. Et Dieudonné est sur la même ligne que moi, c'est que nous devons faire en sorte de rester unis, quoi qu'il arrive. Ceux qui attendent que l'on se déchire, ils sont très nombreux et ils ne demandent que ça. Les vautours, ils sont vraiment en train de tourner autour de nous. Tout le monde se réjouirait si demain on devait annoncer qu'il y a un clash entre Dieudonné et Laurent Louis. Eh bien nous, on va montrer qu'on sait dépasser des petits problèmes, des petites incompréhensions pour rester unis. Parce que je dois dire que Dieudonné est quand même... il n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Il n'est pas parfait. Il commet des erreurs. J'en commets également. Mais ça reste un homme bon. Et je pense que c'est un homme qui est ouvert au dialogue, qui est ouvert vraiment à trouver une solution. Et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de trouver aujourd'hui. Et donc de toute façon, et ça je peux déjà le dire, c'est que mon objectif dans les semaines qui viennent, maintenant que le projet pour la France est vraiment mis sur pied et qu'il va être développé par les informaticiens, les développeurs, eh bien, je vais développer une structure pour la Belgique, pour que les personnes qui souhaitent également changer d'assureur et participer par cet acte militant à ce grand mouvement, c'est-à-dire pas donner des dons, mais voilà, pas payer un cent de plus, peut-être payer moins de primes d'assurance, eh bien pourront le faire et rejoindre la structure que je vais mettre sur pied en Belgique. Je compte également le faire en Tunisie, parce qu'il y a aussi un soutien très important là-bas. Okay. Donc on bouge, on avance. On n'est peut-être pas d'accord sur tout, mais on continue à avancer. Donc là, l'assurance, ça va arriver, c'est sûr. On va pouvoir aller, je vais aller chez mon assureur, je dis, moi je veux pas la non-assurance. Ah, la non-assurance, ça va... Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas être exactement comme ça, quand même. Ça va être assez novateur comme système. Le système que Dieudonné est en train de développer est vraiment très très bon. Maintenant, il va falloir le tester, il va falloir aussi voir si il répond bien à nos attentes. Parce qu'on nous a promis des choses, il va falloir voir si ces promesses aujourd'hui elles tiennent la route. Mais ça c'est un petit peu particulier, je pense que tout le monde ne peut pas comprendre. Ouais. Mais ce que Dieudonné est en train de développer aujourd'hui pour l'assurance en France, c'est quelque chose de totalement novateur et de révolutionnaire dans le monde de l'assurance. Mais ça les gens pourront le voir quand Dieudonné le présentera, je n'ai pas à parler à sa place, ni à lever le voile là-dessus. Donc voilà, moi je crois que l'important c'est de se rendre compte qu'il y a des différends, qu'il y a des oppositions, mais que nous sommes suffisamment intelligents pour ne pas aller dans la voie que certains souhaitent voir arriver. Je sais qu'Alain Soral d'ailleurs s'est directement réjoui d'avoir lu mon post sur Facebook. Le post sur Facebook qui était un coup de gueule parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand on monte un tel projet comme l'assurance et qu'on le donne sur un plateau à quelqu'un, on attend quand même d'être reconnu pour cela et de ne pas être mis sur le côté. Donc voilà, j'ai bien voulu recadrer ça. Je pense que Dieudonné a toujours été ouvert à cette réalité-là et qu'aujourd'hui on est toujours
en bon terme. D'ailleurs, je l'ai encore eu au téléphone en venant ici sur la route. Hein. J'étais en train d'écouter le président de la LICRA sur Europe 1 et hop, j'ai lui donné qu'il me téléphone. Hein. Voilà. Et donc voilà, on parle. La volonté est vraiment là, c'est de pouvoir continuer à travailler ensemble. Voilà, les gens sont toujours très, très prompts à se faire des idées. Mais non, je ne dis pas que tout est rose. Hein. Tout n'est pas rose et rien n'est jamais facile et donné à l'avance. Mais on essaie de dépasser nos différences pour justement rester soudés parce que les gens, ils attendent qu'on soit responsable. Ils n'ont pas envie de voir des gamins dans une cour de récréation qui sont en train de se cracher dessus. Si on doit constituer un espoir pour des milliers de personnes, on ne va quand même pas se comporter comme certains se sont comportés ces derniers mois sur Internet. Parce que je suis désolé, parlons par exemple d'un homme comme Alain Soral. Il a fait énormément au niveau de la dissidence. Il a fait énormément avec Égalité et Réconciliation. Mais en quelques instants, cet homme, pour qui j'ai du respect pour le travail qu'il a fourni, il a tout détruit. En attaquant tout le monde, en méprisant tout le monde, en méprisant plein de personnes qui se sont battues pour faire passer nos idées. Tu as été attaqué. Oui. Hein, je pense que c'était très clair. Il m'a traité de mytho. Comment peut-il me traiter de mytho alors que je ne fais qu'exprimer tout haut cette thèse à lui, qu'il a développée au départ? N'a-t-il jamais parlé d'attentat sous faux drapeau, Alain Soral? Bien sûr que si. Alors en quoi je suis mytho maintenant? Donc en quelques instants, il a tout bazardé, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, et il s'est véritablement ridiculisé. Je ne parle même pas des photos à poil dont il est très fier vu son anatomie, mais on est où là? C'est quoi ce cirque? Moi je crois rêver. Donc moi je mets un point d'honneur à ne pas tomber dans ces enfantillages et à continuer à travailler avec Dieudonné qui pour moi est aujourd'hui le seul qui est capable de donner un avenir à notre mouvement. Pourquoi? Parce que lui, il est suivi par des milliers de personnes et qu'il représente une bouffée d'oxygène en termes économiques. Il est le seul à pouvoir faire rentrer de l'argent aujourd'hui de manière conséquente pour permettre à notre mouvement d'exister. Et là, l'assurance est un bon moyen de développer ce mouvement dissident, ce mouvement de résistance. Donc voilà, je pense que c'est... Mais est-ce que aussi il n'y a pas un côté... Alors ça, tu vois, c'est ce que beaucoup de gens disent. Ils disent, ouais, mais tout ça, ce sont des projets qui ils sont un peu là pour remplir les poches de Dieudonné. C'est quoi l'utilité dissidente? C'est-à-dire que est-ce que c'est juste l'acte de prendre une assurance? Parce que qu'est-ce qu'il y aura de dissident vraiment dans l'assurance, en fait? C'est ça. Alors, c'est juste à qui je donne mon argent, en fait. C'est ça qui est dissident? Non, il n'y a pas que ça. Je comprends les critiques qui peuvent exister sur Dieudonné. Cet homme a connu le succès, a connu les plus grands plateaux de télévision, les plus grandes scènes. Il a été mis en avant pendant des années avec Elie Semoun. Après, il a dû se retrouver dans un car, dans un bus, pour faire ses spectacles. Il a connu des moments extrêmement difficiles. Et ces moments difficiles ne sont pas encore derrière lui. Il faut savoir que l'équipe de Dieudonné vit dans la peur en permanence. Il y a des familles là derrière. Il y a des gens qui ne sont pas assurés d'avoir leur emploi garanti. C'est très compliqué. Il y a une chasse qui est faite sur Dieudonné. Je pense que Manuel Valls a fait Dieudonné sa cible. Et quand même, on voit qu'on lui met énormément de bâtons dans les roues. Demain, je sais qu'il est au tribunal dans un procès pour éviter d'être mis à la porte du théâtre de la Main d'Or. Donc ce n'est pas rien. Si demain, Dieudonné est mis dehors de la Main d'Or, où va-t-il pouvoir encore donner ses spectacles? On voit bien que quand il essaie d'aller dans des salles extérieures, il a toujours tout le monde sur le dos. Donc, il est harcelé en permanence. Oui, oui. Donc, ce n'est pas évident de travailler dans ces conditions-là. Donc, lorsqu'il y a eu l'interdiction, par exemple, du spectacle Mur, je sais que tous les collaborateurs se sont dit « Mais qu'est-ce qu'on va devenir ?» Je sais que Noémie s'est dit « Mais comment je vais pouvoir continuer à payer toutes ces personnes que nous employons ?»
C'est une réalité. Donc oui, il faut que la société gagne de l'argent et c'est normal. C'est pour ça qu'il est sur scène en permanence. Je ne connais pas un seul autre humoriste qui est sur scène comme ça le jeudi 2 fois, enfin avec 2 représentations, le vendredi, le samedi, qui fait des tournées. Enfin, il est en permanence, il n'est jamais à l'arrêt. Il donne des spectacles en permanence et c'est à chaque fois plein. Donc ça veut quand même dire quelque chose. Donc voilà. Je crois qu'il faut comprendre que l'objectif quand même, c'est de permettre la pérennité de la société et rien n'est garanti. Je veux dire, lui, il n'a pas droit aux aides de la télévision. Le spectacle, il le fait sans battage médiatique. Alors, maintenant, la non-assurance, tu me demandais, bien évidemment qu'il y a une volonté, c'est pas simplement passer par Dieudonné pour les beaux yeux de Dieudonné. Le but, Dieudonné, aujourd'hui, il veut faire en sorte de permettre à ce que les personnes qui passent par la non-assurance payent de 1 moins cher leur prime d'assurance. Ça, j'espère que ça pourra se mettre en place. Mais c'est quand même d'une manière assez conséquente. Mais il l'expliquera lui-même comment. Alors, après, c'est un acte militant, clairement. Puisqu'aujourd'hui, de toute façon, cette assurance, elle est obligatoire. On est obligé d'avoir une assurance pour sa voiture et pour sa maison. Voilà, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc là, plutôt que de faire des dons, plutôt que d'acheter des t-shirts, plutôt que d'acheter des places de spectacle, on dit aux gens, ça ne vous coûtera pas plus cher. Ça ne vous coûtera pas 1 cent, mais on va essayer de faire en sorte que ça vous coûte moins cher. Mais en plus, vous allez payer une taxe que l'État rend obligatoire. Et en la payant, donc en respectant la loi, vous allez financer ce que l'État déteste. Ce mouvement que l'État voudrait voir vraiment à genoux et anéanti. Donc évidemment, c'est un acte dissident. C'est clair. Puisque ça ne coûte rien et qu'en même temps, on respecte la loi. Et que ça peut même être bénéfique en payant moins cher. Mais ce n'est pas tout. C'est pas juste l'acte dissident de changer d'assurance et de rejoindre la non-assurance. Il y a autre chose derrière. C'est que la non-assurance, c'est une société commerciale comme une autre, qui va bien entendu faire des bénéfices. Et avec ces bénéfices, nous allons bien entendu mettre sur pied différents projets. Alors là, il y a encore 2 philosophies qui sont en train de s'opposer, mais gentiment. Il y a une philosophie qui est de dire on va mettre sur pied une économie vertueuse. C'est-à-dire créer de l'emploi. Créer de l'emploi dans des secteurs innovants. Je pense qu'on a vu sur Canal+, parce que ça aussi c'est important. L'assurance doit permettre le développement de Canal+, et je pense que Canal+ fait bien son travail aujourd'hui. Je pense que c'est devenu une sorte de recueil d'informations vraiment très important. On a vu par exemple quelqu'un qui développait des moteurs à l'eau. Oui. On connaît ce système. Ben voilà, on pourrait peut-être investir là-dedans pour que finalement on puisse répandre de plus en plus ce genre de moteur. Investir donc dans des projets à part, ça servirait donc à, on va dire, à financer entre guillemets des projets. Des projets qui soient novateurs, vertueux. Ouais. Et ça, c'est très important pour nous. Développer tout ce qui est bio, permaculture. Je pense qu'il y a beaucoup de... Noémie, par exemple, porte beaucoup d'intérêt à tout ce qui est permaculture. Donc, je pense que ça peut être quelque chose de très, très bien aussi. C'est quand même notre environnement. C'est ce que nous mangeons. C'est la qualité de notre vie, finalement. Ouais. Moi, je pense aussi que nous devons investir dans des projets sociaux. C'est-à-dire venir en aide aux plus démunis, aux plus défavorisés. Alors ça, certains trouvent que c'est de l'assistanat. Moi, je crois qu'à partir d'un certain moment, il faut quand même venir en aide aux gens qui n'ont rien à bouffer. Parce que ça, c'est une réalité. Peut-être pas en France, mais en tout cas en Belgique, c'est une réalité. Il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent sans rien. Ils n'ont rien dans leur frigo. Et c'est bien beau de leur parler d'une économie vertueuse, mais ils n'ont même pas accès à cette économie. Donc avant cela, il faut peut-être aussi venir en aide à cette personne. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que Coluche a fait avec les Restos du Cœur. Pas le truc commercial que c'est devenu. Oui, pas les enfoirés du spectacle. Comme ça, tout le monde s'en fout. Et je crois que sincèrement, le gars qui va manger au Resto du Cœur, il n'en a rien à foutre de voir ces guignols là sur la scène tous les ans. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il ait quand même quelque chose dans son estomac. Et donc moi, j'aimerais bien que les bénéfices puissent servir à venir en aide aux sans-abri. Je pense qu'il y a trop de sans-abri dans nos pays qui sont belges, qui sont français, qui se retrouvent du jour au lendemain dans la rue.
et qui parfois meurent même de froid.